Ils ont prononcé des discours, porté du noir, se sont tenus la main, et se sont rassemblés autour d'un cercueil portant mon nom. Mais je respirais encore. La première fois que j'ai vu mes propres funérailles, j'étais en jogging en train de réchauffer une soupe au micro-ondes. Mon téléphone a vibré avec un message de tante Louise, quelqu'un que je n'avais pas entendu depuis des années. Pas de bonjour, pas d'explication. Juste une phrase qui m'a glacé le sang. Élodie, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je pensais que tu étais partie. Partie, j'ai ouvert la vidéo jointe, et j'ai failli lâcher mon téléphone. Elle commençait avec des vitraux. Une musique d'orgue douce. Une église que je reconnaissais. Sainte-Marie. L'endroit où mes parents m'emmenaient chaque Noël quand on faisait encore semblant d'être une famille normale. Puis la caméra a pivoté, lentement tremblante, vers une estrade. Ma mère se tenait là, en dentelle noire, tamponnant des larmes feintes. Mon père raide à ses côtés, une main crispée sur le bord du bois comme s'il allait s'effondrer. Et derrière eux, un cercueil fermé, avec une photo encadrée de moi. Moi, souriant dans la blouse que j'avais portée à mon dernier entretien d'embauche. Je ne pouvais plus respirer. Puis j'ai entendu la voix de ma sœur. Douce, tremblante, mais théâtrale. Élodie a toujours eu du mal, mais on l'aimait, et maintenant, elle est enfin en paix. Il m'avait enterrée, alors que j'étais dans ma cuisine, une cuillère à la main. Il m'avait si totalement coupée, bloquant mes appels, m'effaçant des réunions de famille, répandant des rumeurs que j'avais déménagé à l'étranger, qu'il pensait que personne ne remettrait en question ma disparition soudaine. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste regardé, figé dans l'instant qui a coupé ma vie en deux, avant qu'il n'essaie de m'effacer. Et le moment où j'ai décidé que je ne les laisserais jamais faire. J'ai regardé la vidéo encore, et encore, pas parce que je n'y croyais pas, mais parce qu'une partie malade de moi voulait voir jusqu'où ils étaient allés. Les bouquets de fleurs, le diaporama, le prêtre prononçant mon nom comme s'il était déjà gravé dans la pierre. Ils appelaient ça une cérémonie commémorative. Pas de corps, pas de cause de décès. Juste des phrases soigneusement choisies. Elle s'est éteinte doucement. Tsassanam Koshua. Elle est libre maintenant. Souvenons-nous de ses bons côtés. Ses bons côtés. Ils avaient passé des années à me traiter comme une tâche qu'ils ne pouvaient pas effacer du nom de famille. Et maintenant j'étais soudain un ange tragique, c'était du théâtre. Non, c'était une mise en scène. Et le public, des amis de la famille, des dames de la paroisse, mon prof de piano de CM2, tous pleurant dans des mouchoirs, murmurant des choses comme « Si jeune, elle semblait toujours si seule. » Que Dieu ait son âme. Mon âme allait bien, merci. J'ai vérifié mon pouls. Toujours là. Alors pourquoi avais-je l'impression d'être le fantôme? J'ai appelé ma mère. Répondeur direct. J'ai envoyé un texto à ma sœur. Salut, question bizarre. Je suis morte. Pas de réponse. J'ai appelé tante Louise. Elle a répondu dans un murmure. Élodie, a-t-elle dit la voix brisée. Mon Dieu, tu es vivante. Ils nous ont dit que c'était arrivé il y a des mois. Que tu ne voulais pas de funérailles, juste quelque chose de discret. Calme. Paisible. Paisible. Comme si effacer quelqu'un du monde pouvait l'être. Je tremblais maintenant. Pas de tristesse. Pas de peur. De lucidité. Il ne s'était pas contenté de m'abandonner. Il m'avait officiellement remplacé par un mensonge. Et il était temps que je fasse remonter la vérité à la surface. Même si je devais ramper hors de ma propre tombe pour y arriver. La première chose que j'ai faite a été de chercher mon nom sur Google. Pas par vanité. Plus maintenant. Je l'ai tapé comme une étrangère l'aurait fait. Élodie Marie Dubois, nécrologie. Et c'était là. Un petit avis de décès bien propre sur la page Facebook de ma sœur daté d'il y a 6 semaines. 300 commentaires. Condoléances. Émoji de prière. Quelqu'un a même proposé de garder la maison pendant que la famille fait son deuil. Son deuil. Sous le post, une photo de moi, recadrée à partir d'une photo de ma remise de diplôme. Et la légende? Nous l'avons perdue, mais le ciel a gagné un ange. Pas de cause de décès. Pas de date de décès. Juste une performance de deuil enveloppée de likes et de compassion virtuelle. J'ai pris une capture d'écran et j'ai continué à chercher. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver pire. C'était là. Déposé auprès de l'État. Un certificat de décès officiel. Nom Élodie Marie Dubois. Date de décès 3 mars. Cause à cause naturelle. Déposé par Claire Dubois, ma mère déposée. Signé. Tamponné. Officiel, je n'étais pas juste une rumeur. J'étais légalement morte. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai agrippé les bords du bureau pour ne pas vomir. Ce n'était pas juste de la cruauté émotionnelle. C'était prémédité. Il y a des règles, des procédures, des documents.
Quelqu'un a dû soumettre ce certificat de décès. Quelqu'un a dû convaincre un bureau administratif que j'étais morte, sans jamais produire de corps. Qui fait ça? Qui signe pour rayer sa fille de l'existence? J'ai appelé le numéro indiqué sur le document. Le bureau de l'état civil. La femme au bout du fil semblait s'ennuyer jusqu'à ce que je donne mon nom. Silence. Je suis désolée, madame. Vous avez dit Élodie Dubois. Oui. Plus long silence. Je pense que vous devriez venir. C'est là que j'ai su. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident. C'était une dissimulation. Une manœuvre financière. Une purge. Et il n'avait jamais pensé que je vivrais assez longtemps pour voir ça s'effondrer. Le bureau de l'état civil sentait le citron et les vieilles enveloppes. La femme derrière le comptoir n'arrêtait pas de me fixer. Pas de manière impolie. D'une manière terrifiée comme si elle voyait un fantôme. Elle a ressorti le dossier. Même certificat. Même mensonge. Puis elle a murmuré comme si nous étions à l'église. Votre dossier était signalé. Quelque chose ne collait pas. Mais votre mère, elle a insisté. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'autopsie, que c'était une affaire familiale privée. Je me suis penchée. Comment a-t-elle fait? Pas de corps? Pas d'hôpital? Pas de certificat de décès d'un coroner? Juste des papiers. Elle m'a donné un nom. Un notaire à la retraite. Quelqu'un qui avait signé les documents. Il est vieille école. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Vous ne l'avez pas entendu de moi. Je l'ai trouvé dans un petit bureau au-dessus d'une quincaillerie, une vitre avec des lettres dorées, des stores poussiéreux, le genre d'endroit qui sentait le café brûlé et les dossiers de 1992. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Il n'a pas tressailli. Il n'avait pas l'air surpris. « Mademoiselle Dubois » a-t-il dit. Je me demandais quand vous viendriez. Ma peau s'est glacée. Vous saviez que j'étais vivante. Il a hoché la tête lentement. Votre mère m'a dit que vous étiez décédée, mais je n'ai jamais vu de preuves. Pas de rapport de coroner, pas de déclaration médicale, juste une note tapée et beaucoup d'urgence. Elle a dit que vous ne vouliez pas qu'on se souvienne de vous, que vous vouliez que ce soit discret. J'ai ri une fois, court et amer. Et vous l'avez juste cru, il a soupiré. Je ne l'ai pas cru, j'ai cru qu'elle vous avait fait disparaître. Ce n'est pas la même chose. Puis il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier. À l'intérieur, une procuration médicale révoquée. Un amendement au trust signé 2 jours après le décès. Et une lettre de l'ancien avocat de ma grand-mère marquée « non délivré ». Vous avez été rayé du testament Mademoiselle Dubois. Discrètement. La même semaine où vous étiez censée être morte. Il m'a regardé alors. Pas avec pitié. Avec quelque chose comme de la culpabilité. Ils n'ont pas juste enterré votre nom. Ils ont enterré votre avenir. Je suis restée là tenant le dossier comme s'il pesait 1 tonne. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'être confuse. Que j'ai arrêté d'espérer que c'était un malentendu. Que j'ai arrêté de penser qu'un d'eux appellerait pour dire que tout était une erreur. Non. Ce n'était pas des funérailles. C'était une prise de contrôle hostile. Et j'en avais fini de jouer la morte. L'invitation était un texto groupé. Poli, formel, comme s'ils invitaient à un mariage champêtre. Vous êtes chaleureusement conviés à une réception en mémoire de notre chère Élodie Marie Dubois. Tenue décontractée. Petit four. Pas de cadeaux, juste des souvenirs. J'ai fixé l'écran. Ils organisaient une fête pour ma mort. Une veillée avec traiteur pour la fille qu'ils avaient effacée. J'ai vérifié la date, samedi. Le lieu, la maison de famille des Dubois. L'endroit où j'avais grandi. Celui où je n'étais plus la bienvenue depuis près de 4 ans. Pas d'option pour confirmer. Pas de contact. Juste une heure. Un lieu. Une mise en scène. J'ai appelé le lieu. Une société d'événementiel que ma famille utilisait pour ses galas. J'ai donné un faux nom. Demandé si la liste des invités était finalisée. Elle l'était. Et mon nom n'y figurait pas. Évidemment. Les filles mortes ne reçoivent pas d'invitation. Mais je n'en avais pas besoin. Je suis arrivée à la maison ce samedi-là, me suis garée à un demi-pâté de maison et j'ai attendu dans ma voiture. De l'extérieur, tout semblait normal. Ballon. Canapé. Un trio de jazz jouant dans le jardin. J'ai observé alors qu'ils accueillaient que les invités avec des embrassades serrées et des larmes qu'ils pouvaient activer ou désactiver comme un robinet. Ma sœur portait du blanc, pas du noir, une tentative tordue de pureté ou de renaissance. Ma mère semblait plus mince, plus acérée. Une broche en diamant scintillant sur son col comme un avertissement. J'ai attendu que les premiers discours commencent, que le vin soit servi, que la foule se rassemble sous la tente blanche ornée de guirlandes lumineuses et de fausses compassions. Et puis, j'ai franchi la grille. Latérale. Pas d'annonce, pas de trompette, pas de hoquet dramatique, juste des pas. Un par un, ils se sont tournés. Et c'est mon père, de tous,
qui m'a vue en premier. Sa bouche s'est ouverte comme pour former un mot. Mais rien n'en est sorti. Parce que dit-on à une fille? Qu'on a légalement déclarée morte. Quand elle entre dans votre salon en respirant, je n'ai pas haussé la voix. Je ne suis pas entrée en trombe. Je n'ai pas pleuré, ni m'effondré, ni exigé d'explication. J'ai juste marché vers le centre de la foule comme si ma place était là. Parce qu'elle l'était. C'était mes funérailles, après tout. Les gens se sont figés en plein milieu de leurs phrases. Une fourchette a cliqueté sur le sol. Le trio de jazz s'est arrêté en pleine note. La main de ma mère a volé vers sa poitrine. Ma sœur a reculé comme si elle avait vu un cadavre s'extirper de la terre. Ce qui dans leur histoire était le cas. Mon père, toujours le plus discret, a enfin trouvé sa voix. « Élodie », j'ai incliné la tête. « Tu me reconnais, c'est gentil. Je n'étais pas sûre si vous m'aviez aussi effacé de votre mémoire. » Un souffle collectif retenu. Puis ma mère a essayé. Oh, elle a essayé. C'est un malentendu. Personne n'a dit. J'ai sorti une enveloppe Kraft et l'ai brandie comme un prêtre offrant la communion. Certificat de décès, déposé à votre nom. Amendement au trust, 2 jours après. Et la meilleure partie, une lettre de l'avocat de mamie. Marqué retour à l'expéditeur. Des hoquets. Une femme a même reculé et fait un signe de croix. Vous avez menti, ai-je dit la voix ferme. Vous avez mis en scène ma mort pour du profit. Quelqu'un a commencé à filmer. Je m'en fichais. Et j'aimerais savoir comment vous avez expliqué le dépôt d'un certificat de décès sans corps. Silence. Pas métaphorique, littéral. On pouvait entendre le vin se poser dans les verres. Puis enfin ma sœur, toujours l'actrice, a tenté son monologue. Tu étais partie, tu nous avais quitté, Élodie, tu avais disparu, on ne savait pas où tu étais. Je t'ai envoyé un email, pour ton anniversaire. Tu étais instable. Tu avais dit que tu ne voulais plus de contact. J'ai dit que j'avais besoin d'espace. Pas d'être enterrée. Un autre silence. Et celui-là lourd. Définitif. Comme de la terre tombant sur un cercueil. Je ne suis pas venue pour me venger, ai-je dit. Je suis venue vous rappeler. Les filles mortes ne marchent pas. Mais moi si. Et sur ce, j'ai posé l'enveloppe sur la table des desserts, juste entre les tartelettes au citron et le livre d'or des funérailles. Je n'avais pas besoin de claquer la porte. Je n'avais pas besoin de crier. Je suis juste sortie. Par la grille devant les mêmes hortensias que j'avais plantées en 4e, devant le porche du voisin, où on sculptait des citrouilles, et dans un monde où je n'étais plus un fantôme. Derrière moi, le chaos a éclaté. Des voix qui s'élevaient, des chaises qui raclaient, du verre qui se brisait. Probablement la flûte de vin que ma sœur serrait comme une bouée de sauvetage. Je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé. Pas de musique, pas de destination, juste la climatisation et un battement de cœur qui semblait enfin m'appartenir. Quand je suis rentrée chez moi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Ça a commencé par un message privé. « Élodie, désolée si c'est bizarre, mais tu viens d'aller à tes propres funérailles. » Puis est arrivée la vidéo. Quelqu'un l'avait postée. Un clip de 82 secondes, moi debout face à la foule brandissant des documents lançant la phrase qui a fendu leur mensonge comme un éclair dans du verre. Les filles mortes ne marchent pas. Mais moi si. Elle avait 14 000 vues quand je l'ai ouverte. 86 commentaires. Des dizaines de partages. J'ai fait défiler incrédule les réactions d'inconnus. C'est le retour le plus glacial que j'ai jamais vu. Elle n'a pas juste marché dans ses funérailles, elle les a dominés. Pétition pour faire d'Élodie Dubois le visage de la justice poétique. Même des gens de mon passé ont réagi. Anciens camarades collègues, une ancienne colocataire. Attends, cette Élodie. J'ai toujours su que sa famille était bizarre. À minuit, ça a atteint les infos locales. À l'aube, une journaliste était à ma porte demandant si je voulais partager mon histoire. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non. Parce que ce n'était plus seulement ma famille qui me voyait maintenant. C'était tout le monde. La nécrologie qu'ils avaient écrite en mensonge avait été réécrite, par une vidéo, par la vérité, par moi. Je pensais toujours que la justice arrivait avec des gyrophares ou des confrontations au tribunal. En fait, parfois, elle arrive dans une enveloppe Kraft, avec un timbre, et un numéro de suivi. 3 jours après que la vidéo est devenue virale, j'ai reçu un appel. Pas de ma famille, d'un enquêteur de l'État. Mademoiselle Dubois, nous devons parler d'un certificat de décès déposé à votre nom. Elle n'était pas dramatique. Elle n'a pas octé quand j'ai dit que j'étais vivante. Elle a juste demandé des documents. J'ai tout envoyé. Le certificat de décès falsifié. Les modifications au trust. Le mensonge notarié. Et puis, j'ai déposé mes propres papiers. Pétition, révocation, plainte pour fraude. Le notaire qui avait juste suivi les instructions était maintenant sous enquête.
L'étude qui avait déposé l'amendement au testament était auditée. Et mes parents, ils ne parlaient plus à la presse. Ils étaient passés du deuil au contrôle des dégâts si vite que ça a donné le tournis au public. Un journaliste a qualifié leur comportement de euthanasie financière. Un autre de homicide d'identité. Je n'étais pas juste un titre dans les journaux. J'étais une affaire. Le trust que ma grand-mère avait laissé, censé être partagé entre les membres restants de la famille, était gelé en attente d'examen. Un avocat représentant la succession m'a appelé en privé. « Si la moitié de ce que vous affirmez est vrai, a-t-il dit, vos parents vont regretter que vous ne soyez pas vraiment morte discrètement. » Et je ne me sentais pas coupable. Parce que ce n'était pas de la vengeance. C'était une correction. C'était pour la fille qu'on avait retiré des photos, qu'on avait réduite au silence dans les groupes de discussion, qui avait regardé ses propres funérailles sur un écran d'iPhone. Cette fille était partie maintenant, mais pas moi. Et cette fois, les papiers allaient travailler pour moi. Le trust a été rétabli. Mon nom restauré. Les vautours juridiques ont reculé leurs griffes émoussées par des ordonnances judiciaires et des signatures qu'ils n'avaient jamais pensé que je vivrais pour contester. Il y a eu des gros titres pendant une semaine. Une fille déclarée morte poursuit sa famille pour fraude. Le fantôme de l'héritage passé. Enterré par le sang ressuscité par la loi. Mais quand la décision finale est tombée, quand je me suis tenue dans le bureau de l'état civil tenant la notification officielle que le testament original de ma grand-mère avait été rétabli, je n'ai pas ressenti de feu d'artifice. Pas de musique grandiloquente. Pas d'applaudissements lents. Juste du silence. Et un souffle. Et de la paix. L'argent n'avait pas d'importance. Pas vraiment. Ne vous méprenez pas. Je n'allais pas le rendre. Mais ce n'était jamais à propos de ça. Ce qui comptait, c'était ceci. Ils ont essayé de m'effacer. De me remplacer par une histoire qui les peignait en âme tragique, dévouée, endeuillée. Et j'ai tout brisé. Pas en criant. Pas par vengeance. Avec des preuves. Avec ma présence. Avec l'audace d'être vivante. Je me suis tenue dans le salon de la maison qui avait prétendu que je n'existais pas. Et je n'ai pas ressenti de rage. J'avais fini. Je n'avais pas besoin d'y vivre. Je n'avais pas besoin qu'ils s'excusent. Je n'avais pas besoin d'une réunion larmoyante ou d'un arc de rédemption surjoué. Ce dont j'avais besoin, ce que j'ai gagné, c'était mon nom, mon histoire, ma voix, ça ils ne pouvaient pas le prendre. Ça je l'ai repris. L'héritage n'était pas la vraie victoire. La survie l'était. Et la certitude silencieuse indéniable, que peu importe à quel point, il m'avait enterré. Je savais comment creuser. Je suis revenue une dernière fois. Pas à la maison. Pas au tribunal. À l'endroit où tout a commencé. La tombe de ma grand-mère reposait sur une colline tranquille à la sortie de la ville. Pas d'ange en marbre, pas de blason familial, juste une pierre avec son nom et les mots « Elle n'a jamais reculé ». Elle ne l'avait pas fait. Et maintenant, moi non plus. J'ai apporté des violettes fraîches. Ses préférées. Et une copie du document qu'ils avaient essayé de cacher. Son testament original avec mon nom écrit en encre claire et nette. Je l'ai posé à côté des fleurs. Ils ont essayé de m'enterrer mamie, ai-je dit. Mais j'ai fait en sorte qu'il soit démasqué. La brise était douce ce jour-là. Comme un merci. Comme un murmure qui disait « Je savais que tu reviendrais ». Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas l'argent, le nom ou la victoire juridique qui m'a donné la paix. C'était la vérité. J'avais été effacée, déclarée disparue, célébrée devant des étrangers. Mais maintenant, la vérité avait un battement de cœur. Le mien, ils ont planifié mes funérailles. Écrit les discours. Pleuré pour une version de moi qu'ils avaient déjà jetée. Mais je n'étais pas morte. Je suis entrée, respirant. Et je suis sortie avec quelque chose de plus puissant que la vengeance. Je suis sortie avec la vérité.